Comment gérer l'agressivité ambiante? Comment évaluer son interlocuteur, son état émotionnel, son fonctionnement pour anticiper ses réactions? Comment gérer également son propre stress et parvenir à le réduire? Autant de questions qui sont abordées dans un livre, Le Petit Traité de Self-Défense Psychologique, publié chez Odile Jacob. Jérôme Palazzolo est médecin psychiatre spécialisé dans ces questions. Il sera notre invité puisqu'on va parler d'agressivité et comment gérer au mieux l'agressivité. Comme tous les jours, bien entendu, vous le savez, la ligne WhatsApp est la vôtre, 0471 200 500, 0471 200 500, si vous voulez poser des questions à notre invité ou également, témoigner dans le cadre de ce dossier du jour. Tendance première. Nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où la parole de l'autre nous a fait beaucoup de mal, nous a blessés. Nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où le bon mot énoncé de manière opportune au bon moment nous a évité une agression certaine et nous a permis de nous sortir d'un mauvais pas. Ces mots, on les retrouve en introduction de ce livre, Un petit traité de self-défense psychologique. Jérôme Palazzolo, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes médecin psychiatre spécialisé justement en psychopharmacologie. Et puis vous êtes un spécialiste de ces questions qui gravitent autour de cette notion d'agressivité. Agressivité qui est bien présente aujourd'hui dans nos sociétés, sur les réseaux. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi à un moment, vous vous êtes dit, on doit offrir finalement une série d'outils à ceux et celles qui vont lire ce livre pour gérer au mieux cette agressivité, qu'elle soit l'agressivité de l'autre ou sa propre agressivité? Eh bien, tout simplement parce qu'on est soumis à l'agressivité au quotidien. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique de médecin psychiatre, je vois ça tous les jours, des patients qui viennent me voir pour des problèmes de dépression, d'anxiété, de troubles anxieux spécifiques et qui souffrent justement de cette agressivité ambiante. Alors, quand on pense à l'agressivité, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui va se mettre à nous hurler dessus ou nous menacer. Mais il y a des agressivités qui sont bien plus sournoises et qui parfois font beaucoup plus mal que la personne qui va vous insulter, par exemple. Ouais. On va remercier d'ailleurs ici Azur qui permet ce duplex aujourd'hui avec vous. Ce qui est très intéressant dans ce petit traité de self-défense psychologique qui est publié chez Odile Jacob, c'est que vous commencez en disant, pour gérer l'agressivité, pour gérer des situations d'agressivité, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même. Pourquoi ? Exactement. En fait, l'agressivité, à partir du moment où on y est confronté, ça va activer des neurones qu'on appelle des neurones miroirs. C'est-à-dire que ça va déclencher chez nous une agressivité en retour. Donc l'objectif, pour éviter qu'il y ait justement une escalade, c'est d'essayer dans un premier temps de s'observer soi-même. Et en fait, la stratégie qu'on donne, c'est une stratégie qui a été pas mal développée par les anglo-saxons, qui s'appelle la technique du stop, look and listen. C'est quoi cette technique ? Alors, c'est en gros, globalement, ce qu'on fait tous les jours quand on traverse la rue. Quand vous traversez la rue, vous allez vous arrêter, vous allez regarder à droite et à gauche pour savoir s'il n'y a pas de voiture qui passe, et vous allez vous engager. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ressent une certaine émotion, une émotion négative, une agressivité justement en soi, l'objectif, c'est de se dire dans sa tête « stop ». On se pose, mais un quart de seconde. Look, on va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos réactions physiques, au niveau de nos réactions psychiques. On va essayer de déterminer quelles sont les pensées qui s'imposent à nous, ce qu'on appelle les pensées automatiques, qui sont des pensées qui ne sont absolument pas réfléchies. Et puis, on va essayer, face à ces pensées, de mettre en place des pensées alternatives, qui, elles, sont des pensées plus réfléchies, plus cognitives, justement. Et puis ensuite, on s'engage dans ce qu'on doit mettre en œuvre. Alors là, c'est un peu long à expliquer, mais l'objectif, c'est que ça se fasse dans vraiment une seconde. Oui, mais même si c'est long à expliquer, je voudrais qu'on vienne sur des cas concrets. Jérôme Palazzolo, on a toutes et tous connu, par exemple, des réunions de travail où à un moment, l'agressivité monte et puis il y a un ou une de nos collègues qui explose et qui nous agresse. À ce moment-là, c'est facile de dire, je vais faire une petite technique du stop, look and listen, mais je fais comment ? Pour ne pas, face à lui ou face à elle, rentrer dans l'agressivité, monter moi aussi et finalement finir par nous engueuler tous les deux.
Eh bien, l'objectif, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est de pas suivre cette personne. Donc, dans le stop, look and listen, ben justement, l'objectif, c'est d'essayer de voir un petit peu pourquoi cette personne est agressive, en quoi elle a peut-être raison d'être agressive, et de savoir que cette agressivité, eh bien, c'est uniquement la forme, c'est pas le fond, en fait, qui est à étudier. Donc, l'objectif, ben, c'est d'essayer de s'étudier soi-même, d'essayer de voir si là, avec cette collègue qui vous hurle dessus, eh ben, est-ce que vous commencez à vous énerver ou pas. Et dans ce cas-là, dans un premier temps, c'est peut-être d'essayer de se centrer sur votre respiration, sur une sensation de détente. Et il y a des techniques, des stratégies qu'on développe un peu dans l'ouvrage par rapport à ça. Ensuite, on essaye d'analyser la personne. Ben, c'est ce qu'on disait à l'instant. C'est en quoi, entre guillemets, elle peut avoir raison d'être agressive. Pourquoi elle est agressive et est-ce que cette agressivité peut être dangereuse? C'est-à-dire, est-ce que cette personne se met juste à nous crier dessus ou est-ce qu'en gros, on risque pas de se prendre un cendrier sur la tête, par exemple? Et puis ensuite, on va essayer d'analyser ce qui se passe entre nous. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là et comment essayer finalement de prendre les choses un petit peu comme un jeu en essayant de désamorcer cette situation. Parmi les techniques que vous proposez, techniques de respiration, il y a la technique du carré que je ne connaissais pas. Pouvez-vous l'expliquer ? Alors exactement, c'est la technique de la respiration carrée. En fait, lorsque on commence à s'énerver, à être agressif, voire à être angoissé, sans qu'on s'en rende compte, notre respiration a tendance à s'accélérer. Et cette respiration qui s'accélère devient de moins en moins efficace en fait. C'est-à-dire que l'air, il rentre et il sort, mais l'oxygène ne passe pas dans le sang, il n'y a pas de temps adapté pour ça. Et donc l'objectif, c'est justement d'essayer de retrouver une respiration qui soit le plus adaptée possible et qui va induire une sensation de détente. Alors en fait, on appelle ça respiration carrée parce que c'est 4 x 4. C'est-à-dire qu'on inspire normalement par le nez et on compte 4. On bloque la respiration en apnée et on compte 4. On souffle tranquillement et on compte 4, et on bloque à nouveau, et on compte 4. En fait, l'objectif, c'est de ralentir sa respiration, ce qui va en fait améliorer les échanges gazeux, améliorer le taux d'oxygène dans le sang, et induire une relaxation musculaire. Comment gérer l'agressivité? C'est le titre de cet ouvrage publié chez Odile Jacob. Jérôme Palazzolo, vous nous tendez également un miroir, parce que je disais, d'abord, c'est prendre conscience de qui on est, mais de quelle manière aussi on s'exprime. Quelles sont peut-être les mimiques que l'on peut avoir sur le visage? Quel est notre langage corporel quand on s'adresse à quelqu'un d'autre? Et vous nous conseillez finalement de jouer le jeu, parfois de nous mettre face à un miroir et de parler comme si on était par exemple en réunion, comme si on devait faire un exposé, voire même de nous filmer pour voir concrètement quelle est notre manière à nous, notre manière propre de nous exprimer. Parce que cette manière, elle peut aussi induire parfois l'agressivité. Complètement. Et vous savez, à partir du moment où on communique un message, on ne fait pas que communiquer par le biais du message verbal. Ce qui est verbal, c'est ce qu'on va dire. Ensuite, il y a toute la dynamique qui est la dynamique paraverbal. Le paraverbal, c'est l'intonation de la voix. Et puis, il y a le non-verbal qui est toute la gestuelle. C'est-à-dire que globalement, quelqu'un peut vous demander si ça va, vous pouvez lui répondre « ça va », mais ce que l'autre va entendre, c'est « ouh là là, je vais pas bien, je suis fatigué, je suis énervé », etc. Donc ça, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à faire attention à ce qu'on va dire, mais il est nécessaire de faire attention à la manière dont on va le dire, que ce soit par rapport à notre gestuelle, que ce soit par rapport à notre intonation. Il y a la difficulté aussi de ne pas, quand on est dans une communication ou dans une relation ou dans une discussion, se dire je vais me mettre à la place de l'autre et dans la tête de l'autre et donc imaginer ce qu'il est en train de penser. Ça aussi, c'est très fréquent et ça fonctionne très peu finalement quand on veut gérer de l'agressivité ou avoir en tout cas une bonne communication. Ça fonctionne très peu parce qu'on le met peu en pratique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est justement d'essayer de comprendre en quoi la personne peut être agressive vis-à-vis de nous et d'essayer de démonter ce système. C'est-à-dire le but, c'est pas de répondre en direct à l'agressivité. Et le souci, c'est que on le fait jamais. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez quelqu'un en face qui se met à vous hurler dessus, même si vous avez tort à 100%, vous aurez tendance à répondre par de l'agressivité. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de se mettre un
minimum à la place de l'autre, et même d'essayer d'aller plus loin dans l'interprétation. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple que vous donniez tout à l'heure, votre collègue qui se met à vous hurler dessus en réunion, et ben peut-être que si vous vous posez 2 secondes, vous pouvez vous poser la question de savoir, peut-être que cette collègue, le matin même, elle s'est engueulée avec son mari, peut-être que sa voiture était en panne, peut-être qu'elle a cassé un talon en arrivant, peut-être qu'elle a rayé sa voiture, et peut-être que cette agressivité qu'elle vous renvoie n'a rien à voir avec ce que vous faites ou ce que vous dites, mais ça a simplement à voir avec une problématique qui lui est propre. 0471 200 500, 0471 200 500, si vous voulez vous aussi participer à ce dossier du jour, poser des questions à notre invité ou tout simplement témoigner. Avez-vous compris, avez-vous pu mettre en pratique une série de techniques qui vous permettent aujourd'hui d'être peut-être moins agressif ou agressive en réunion? Avez-vous aussi pu mettre en pratique des techniques qui vous permettent de faire face au stress et de vous affirmer quand vous devez bien prendre la parole en public? C'est un des chapitres importants aussi de ce livre, parce que vous ne parlez pas que d'agressivité, vous parlez également de ce stress qu'on peut toutes et tous ressentir quand on doit prendre la parole en réunion, même en famille parfois, ou devant bien de nombreuses personnes. Et c'est difficile parfois pour certaines ou certains de gérer le stress. Exactement, c'est-à-dire que là, on va toucher à quelque chose qui s'appelle l'affirmation de soi. C'est-à-dire que l'affirmation de soi, c'est de pouvoir arriver à exprimer ses droits en respectant ceux de l'autre. Donc le but, c'est de ne pas être dans un comportement passif, où on ne dit rien et on accumule, parce qu'à un moment donné, on peut s'effondrer, ça peut même donner lieu à un véritable épisode dépressif. L'objectif, c'est de ne pas être agressif, parce que si on est agressif, on l'a vu, on va déclencher chez l'autre de l'agressivité, et le but c'est de pas faire le mix des deux qui est le comportement passif-agressif où on dit rien et à un moment donné on explose. Donc c'est là où des techniques, des stratégies spécifiques de gestion du stress peuvent rentrer en ligne de compte. Et justement, on a ce témoignage d'une auditrice, ça tombe bien que vous parliez de ceci, qui nous dit: mais moi en réunion on me coupe tout le temps la parole, je ne parviens pas à aller au bout de mes phrases et donc tout d'un coup j'explose. Et oui, et donc le problème, c'est justement dans ce cadre-là, peut-être d'essayer de faire ce qu'on appelle de la révélation sur soi. C'est quoi ça? C'est-à-dire Alors la révélation sur soi, c'est tout simple. C'est-à-dire, en fait, c'est arriver à exprimer à l'autre, son propre ressenti, son propre sentiment. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous coupe la parole systématiquement, ça peut valoir le coup, après la réunion, d'aller voir cette personne et de dire: écoute, j'apprécierais que tu ne me coupes pas la parole parce que moi, je vis ça comme une agression. C'est-à-dire que le but, c'est pas de dire tu, c'est pas dire tu n'arrêtes pas de me couper la parole et tu as un comportement qui pose problème, parce que là on est déjà dans de l'agressivité, mais quelque part dire voilà, moi ça me gêne personnellement que tu puisses me couper la parole, et dans ce cas-là on essaye d'en discuter de manière adaptée, et s'il n'y a pas capacité d'en discuter, peut-être qu'il y a d'autres stratégies qui peuvent être par exemple le fait de couper le son, c'est-à-dire que dès que la personne vous coupe la parole, vous arrêtez de parler, et comme ça au bout de quelque temps la personne va se rendre compte que son comportement n'est pas adapté. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, Jérôme Palazzolo, parce que vous disiez on attend la fin de la réunion pour aller trouver celui ou celle qui coupe la parole. Or, naturellement, on a tous vécu ça, on bouillonne de l'intérieur et on a envie d'être entendu, donc on va hausser le ton et donc on va lui dire arrête de me couper la parole. C'est pas le bon moment. Et oui. Et c'est pas le bon moment, parce qu'en plus de ça, ça veut dire que c'est vous qui allez en réunion passer pour la personne agressive. Donc l'objectif, c'est pas ça du tout. L'objectif, c'est au contraire, si vous avez quelqu'un qui arrête pas de vous couper la parole, vous coupez le son. Et au bout de quelque temps, la personne, elle va comprendre que, effectivement, le fait de couper la parole n'est pas un comportement adapté en réunion. Alors, peut-on justement travailler sa confiance en soi, entrer en interaction sereinement? On va parler de ces chapitres dans quelques instants avec vous, Jérôme Palazzolo. Je rappelle le titre de ce livre, un petit traité de self-défense psychologique. Comment gérer l'agressivité? C'est publié chez Odile Jacob et on reçoit quelques questions qui sont en train d'arriver sur notre ordinateur. 0471 200 500. 0471 200. On va faire une large part, évidemment, à vos questions et commentaires qui peuvent encore nous arriver. En direct du studio, ici à Azur, à Nice, notre invité aujourd'hui, Jérôme Palazzolo, on a une question et un témoignage qui nous arrive en disant c'est facile, évidemment, à dire, mais quand on est émotif, c'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique ce que vous dites là.
Effectivement, de toute façon, tout l'objectif, c'est de passer de la dynamique émotionnelle à une dynamique cognitive. C'est-à-dire que globalement, au niveau du cerveau, il faut considérer que à partir du moment où les émotions prennent le dessus, on n'est plus dans la réflexion. C'est typique après un échauffouré, après une engueulade, de se dire ah ben tiens, j'ai dit ça, j'aurais pas dû, ou alors de se prendre la tête, de dire mes paroles ont dépassé ma pensée, etc., etc. Donc tout l'objectif, surtout si on est émotif, c'est justement de mettre en place des techniques, des stratégies qui vont nous ramener dans quelque chose de cognitif, dans quelque chose justement où on est un petit peu détaché au niveau émotionnel et on est beaucoup plus dans quelque chose de réfléchi. Et effectivement, ça se travaille. Il y a des stratégies spécifiques. Justement, c'est tout l'objet de l'ouvrage. Ouais. Alors justement, quand on se retrouve face à quelqu'un d'agressif, vous le dites, il n'y a pas un type évidemment, d'hommes ou de femmes agressifs ou agressives. Il y a plusieurs types et donc plusieurs manières d'être agressé et donc d'aborder cette agressivité. Complètement. Dans l'ouvrage, j'essaye de décrire un peu plus d'une vingtaine de profils, on va dire, d'agresseurs. C'est-à-dire que là encore, on a souvent l'image de l'agresseur qui est violent, qui va nous insulter, etc. Mais il y a plein d'autres types d'agresseurs. Par exemple, vous avez l'agresseur plaisantin qui, sous couvert d'une blague, en fait, va vous faire très mal. C'était pour rire. Exactement. Et le problème, c'est qu'en plus, si vous réagissez avec de l'agressivité, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'en plus, derrière, il va vous dire, de toute façon, tu n'as pas d'humour et on peut rien te dire et voilà, tu es très susceptible. Il peut y avoir l'agresseur compétitif qui a toujours tendance à vous rabaisser, à toujours dire que lui fait mieux que les autres. Vous avez l'agresseur renard. Alors, j'appelle ça l'agresseur renard tiré de la fable de La Fontaine, le renard et le corbeau, où le renard a tendance à flatter le corbeau jusqu'à ce qu'il lâche son fromage. Ça, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va vous complimenter sur plein de choses et au moment où vous vous y apercevez le moins, vous vous prenez un coup derrière la nuque. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir analyser sa manière de fonctionner et la manière de fonctionner de l'interlocuteur pour voir justement à qui on a affaire et enfin, analyser la relation qui nous unit pour essayer d'agir là-dessus. Il y en a un autre que j'aime bien dans ce livre, parce qu'on l'a toutes et tous connu également, c'est l'agresseur condescendant. Dites-moi ce que c'est que cet agresseur condescendant, et surtout, quand on est face à lui ou elle, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? L'agresseur condescendant, en gros, c'est la personne qui est persuadée de tout savoir sur tout. Vous savez, moi je suis donc de Nice, dans le sud de la France. Ces personnes, on les appelle les Jolasiens. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, en gros, connaissent tout sur tout. Et en gros, ça sert à rien de débattre avec lui parce que, de toute façon, il a déjà toutes les réponses à vos interrogations et votre avis n'a pas d'importance. Alors, en fait, là, la question à se poser face à un tel agresseur, c'est savoir qu'est-ce que vous allez rechercher dans l'échange. C'est-à-dire que si il n'y a pas d'échange, si ça sert à rien de discuter avec lui, sachant que ce type d'agresseur, il a un ego surdimensionné et une excellente estime de lui-même, l'objectif c'est de pouvoir passer à autre chose. En gros, ça sert à rien de discuter avec la personne à partir du moment où de toute façon vous ne le convaincrez pas de votre avis. Après, si vraiment c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, vous êtes dans un débat, par exemple dans un débat politique ou quoi que ce soit, l'objectif c'est face à ce type d'agresseur, de vous recentrer essentiellement sur les faits, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé, sur des données précises, pour éviter toute forme d'interprétation. Et en Belgique, on les appelle les Allesweter, comme ça vous savez. Voilà. Vous venez de parler de politique, vous me lancez une immense perche, évidemment, Jérôme Palazzolo, pour parler un peu du climat politique depuis quelques années. On le découvre en Belgique depuis, peut-être un peu moins de temps que dans d'autres pays. Ce climat agressif, et promis, on ne parlera pas de Trump. Mais ce climat agressif, cette agressivité ambiante, comment la gérer quand on est tout simplement auditeur, spectateur ou simple citoyen ? Très clairement, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà, quand on regarde les débats politiques, il faut être bien clair, c'est du théâtre. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont s'écharper sur des plateaux télé et qui ensuite vont aller manger ensemble. Donc, il ne faut pas non plus prendre tout ce qu'ils racontent au pied de la lettre. Et au niveau de ce comportement, surtout pas essayer d'être dans ce qu'on appelle un apprentissage social. Parce que ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, ça marche en politique, ça marche dans tous les faits de société. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'à force de voir de l'agressivité et de la violence sur les écrans, on a tendance finalement à trouver ça normal. Et aujourd'hui, un homme politique qui n'est pas agressif, ben presque c'est quelqu'un qui n'a pas d'avis sur la question. Mais c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train, de se produire, non ? Parce qu'on voit qu'il y a une libération également de la parole suite à ces paroles agressives. Et complètement, et c'est bien la problématique. Et vous voyez, ça peut être intéressant, toujours pareil, de revenir sur une dynamique cognitive, c'est-à-dire un petit peu d'analyse, et de voir un peu ce qui se passe dans ces moments-là. C'est-à-dire que généralement, ces discours un peu chauds, un peu animés, ne se basent jamais sur les faits. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un fait bien précis, et l'objectif, c'est de discuter de ce fait-là. En général, la personne va pas attaquer l'autre sur les faits. La personne va attaquer l'autre sur la relation. Alors prenons notre exemple, par exemple dans le cadre professionnel. Dans le cadre de la relation, on va dire vous n'avez pas rendu le dossier dans les temps. Franchement, je ne sais pas si on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Je pense qu'il va falloir que je me sépare de vous. Ou alors, on peut attaquer la personne sur elle-même, c'est-à-dire on attaque la personne. C'est dire à chaque fois que je vous demande de me rendre un dossier dans les temps, vous ne me le rendez jamais dans les temps. C'est n'importe quoi. En gros, vous êtes un incapable. Alors que l'objectif, c'est de tout ramener au problème. C'est de dire, voilà, je vous ai demandé le dossier pour lundi matin, je ne l'avais pas lundi matin, j'apprécierais que la fois prochaine, vous puissiez me rendre le dossier dans les temps. Et pour revenir au contexte politique, regardez bien, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir un fait, mais les hommes politiques ne vont pas s'affronter sur ce fait-là. Ils vont s'affronter sur des sondages, sur des opinions, sur d'autres infos. Mais globalement, ils ont souvent tendance, comme on dit chez nous, à noyer un peu le poisson, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, ce n'est pas traité dans le livre, mais je vous pose quand même la question, qu'il y a une différence justement d'agressivité entre les hommes politiques et les femmes politiques ? Alors peut-être que les hommes politiques sont beaucoup plus frontaux, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure, on essaye de pas se laisser déborder par les émotions. Je trouve, alors ça c'est à titre tout à fait personnel, mais que les femmes ont beaucoup plus de sang-froid que les hommes, et dans ce cadre-là, elles arrivent beaucoup mieux à prendre de la distance et du recul dans ce contexte. D'ailleurs, regardez les débats politiques, lorsqu'il y a une femme, c'est généralement un peu plus apaisé, et généralement ça porte un peu plus sur le fond que les hommes qui ont souvent tendance à s'affronter, à s'insulter, etc., etc. Ouais. Comment gérer l'agressivité ? C'est la proposition de ce livre, publié chez Odile Jacob, Jérôme Palazzolo. On va revenir peut-être sur ce que l'on peut mettre en place soi-même pour se sentir mieux, pour se valoriser aussi. Parce qu'énormément, on a des témoignages qui disent, voilà, moi je me fais engueuler à longueur de temps, mais en fait c'était de ma faute. Mon patron était agressif parce que j'avais pas rendu un dossier à temps, c'est de ma faute. Je me sens nul parfois au travail. Et l'objectif, c'est justement de ne pas se faire avoir par ça. Vous savez, on fonctionne tous avec ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Une distorsion cognitive, c'est une manière désadaptée d'interpréter une situation, quelle qu'elle soit. Mais c'est tout à fait normal d'avoir ces distorsions cognitives. L'objectif, c'est d'en avoir conscience. Et là, ce que vous évoquez, c'est une distorsion cognitive qui s'appelle la dynamique de personnalisation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, on a tendance à personnaliser cette problématique-là. C'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas bien fait, etc., etc. Et il faut savoir qu'on a tendance à faire ça. Et il y a une autre distorsion cognitive qui s'appelle le concept de maximalisation, minimalisation. C'est-à-dire que lorsqu'on réussit quelque chose, on a tendance à minimiser le truc, à se dire c'est normal, oui, voilà, j'ai fait mon boulot. Et lorsqu'on échoue, on a tendance à maximaliser les choses, à dire c'est une catastrophe, je vais me faire virer, etc., etc. Donc le but, c'est dans un premier temps au moins d'essayer de repérer notre manière de fonctionner et repérer la manière dont on interprète la réalité. Bien comprendre aussi la cause de la critique ou de la colère, c'est ce que vous écrivez dans cet ouvrage. Quels sont les comportements précis qui ont blessé votre interlocuteur ? Pourquoi ces comportements l'ont-ils blessé ? Par quels autres comportements pourraient-ils être remplacés ? Vous citez des exemples. Je voudrais qu'on comprenne très concrètement ce que l'on peut répondre à ce moment-là quand on est agressé. Et qu'on doit comprendre pourquoi il y a cette agression.
Alors déjà, la première chose, c'est connais-toi toi-même. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire de connaître déjà ses valeurs. On a tous des valeurs qui sont très importantes pour nous. C'est pas nécessairement des valeurs universelles, mais ce sont des valeurs fondatrices. Et on est d'autant plus vulnérable que quand l'autre va nous attaquer sur nos valeurs. Par exemple, si vos valeurs, c'est la vérité, la loyauté, si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous plante un couteau dans le dos et qui ment, vous aurez beaucoup plus tendance à exploser que si vous agressez sur un autre point. Donc ça, déjà, c'est un élément majeur. Ensuite, l'objectif, c'est comme on disait, d'essayer d'analyser aussi si l'agresseur peut être dangereux pour vous ou pas, déjà physiquement, et puis d'essayer de voir quel est le message qu'il veut transmettre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi il agresse? On a tous cette fausse tendance, qui est négative, à interpréter les choses de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si on se met à hurler, l'autre en face, il va mieux comprendre, il va mieux entendre ce qu'on dit. Et en fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire, regardez dans votre vie quotidienne, si vous vous engueulez avec votre compagnon ou votre compagne, vous allez retenir l'engueulade. Vous n'allez pas retenir le fond. C'est-à-dire que 6 mois plus tard, on va vous dire, oulala, je sais pas ce qu'elle avait ma femme ce jour-là, mais effectivement, elle a crié. Et pourquoi elle vous a crié dessus? Ça, je m'en souviens plus. Ouais. Justement, on a une réaction. Je ne supporte plus le jugement de la part de mes amis et de mes amies, nous écrit Béatrice. Dès qu'on me juge, je gueule. Et oui, justement, l'objectif, c'est d'essayer de voir pourquoi on est aussi sensible à cette notion de jugement. Peut-être, alors on revient sur la révélation sur soi, peut-être en plus si c'est des amis proches, leur en parler, leur dire que voilà, vous avez l'impression que ces amis vous jugent, ce qui est peut-être pas le cas, mais en tout cas vous avez cette impression-là. Et dans tous les cas, d'essayer aussi de travailler sur vos pensées, sur vos cognitions, et essayer de voir est-ce que c'est si important d'avoir un tel jugement de vos amis? Est-ce que vous y prêtez, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y prêter attention? Et est-ce que quelque part, ce jugement, il est bienveillant ou malveillant? Peut-être que c'est aussi pour vous rendre service qu'ils vous disent ça. Donc peut-être ça peut amener aussi un certain changement dans votre caractère ou dans votre comportement. Et on y reviendra à ce petit traité de self-défense psychologique Jérôme Palazzolo après les informations de 11h et après avoir écouté Nico Ducarme, les fragments. Tendance première. Cédric Gauthier. Vos témoignages, vos questions qui peuvent encore nous arriver pendant justement une dizaine de minutes au 0471 200 500, 0471 200 500 pour des messages écrits et vocaux. Je vous en lis un message de Nathan, mon fils de 13 ans et demi débute sa période d'adolescence. Il souffle, lève les yeux au ciel dès que j'ouvre la bouche. Ma réaction, je tente de rester calme, mais parfois j'explose et ça me rend extrêmement triste après. Et c'est pourtant une réaction tout à fait normale en tant que parents. Les enfants savent très bien à l'adolescence nous faire sortir de nos gonds. Je pense que là encore, ce qui est important, c'est d'essayer dans la mesure du possible de pas réagir directement au niveau émotionnel, mais de rester sur l'aspect cognitif, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir à cette situation-là et de comprendre que l'adolescent en question étant débordé par les hormones, ayant des connexions neuronales qui sont en train de se faire, il a énormément de mal lui-même à gérer ses émotions et finalement cette agressivité est aussi un moyen d'échange et un moyen de communication et à côté de ça il est important de pouvoir poser des limites, c'est-à-dire que l'objectif, et c'est le travail de parents qui est pas toujours simple, c'est que l'adolescent ait des limites auxquelles s'affronter régulièrement et c'est ça qui va lui permettre bien tout simplement de fonder, de créer un petit peu sa propre personnalité. S'il n'a aucune limite, ça va poser problème. Si les parents ne réagissent jamais par rapport à ce qu'il va raconter, par rapport à l'agressivité qu'il peut donner, c'est pas lui rendre service non plus. Donc, comme on disait, le métier de parent est un métier très difficile et qui peut mettre nos nerfs à rude épreuve. Mais justement, on va donner quelques conseils aux parents qui sont, comme cet auditeur marqué par cette situation. Vous dites, il faut tenter d'expliquer les choses, de dire à son enfant quand il lève les yeux ou quand il souffle à chaque parole. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Comment désamorcer finalement cette agressivité et amener la limite, mais en amenant cet ado à comprendre?
Eh ben c'est ça, je crois que vous avez dit le bon mot, c'est-à-dire c'est amener l'ado à comprendre. L'objectif c'est d'expliquer et de réexpliquer et de réexpliquer encore. C'est-à-dire que le but c'est pas de punir, c'est pas de réagir par de l'agressivité pure, parce que sinon, ben là encore, faut pas oublier que l'enfant est en train d'apprendre, il est en train de construire sa propre personnalité. Donc s'il voit que la réaction de l'adulte c'est une réaction d'agressivité ou de violence, ben lui il aura tendance à reproduire ce schéma. Donc le but c'est d'expliquer, de dire ben voilà, cette attitude-là n'est pas tolérable, cette attitude-là m'a peiné, cette attitude-là nécessite de reprendre un petit peu les choses. Et faut pas hésiter non plus à mettre en place des sortes de contrats, alors pas nécessairement un contrat écrit, mais un contrat verbal, où par exemple on sait que telle attitude va entraîner telle punition par exemple. Et globalement, alors on va dire oui, ben c'est pas bien de punir, sauf que globalement, ben en tant qu'adulte, c'est un peu ça. Vous savez que si vous roulez trop vite sur l'autoroute, vous allez avoir une amende. Et ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on met les limites, la limite du respect, la limite du respect des règles, la limite de certaines règles qui visent à faire que l'adolescent ne se mette pas en danger. Ce sont des points vraiment importants à discuter avec lui et à anticiper. Mais je voudrais qu'on revienne une dernière fois sur ce message, parce que la dernière partie est intéressante dans le message de cet auditeur. Ça me rend triste. Et oui, mais justement, ben, il faut pas. C'est-à-dire que le but, c'est d'essayer de ne pas être triste ou soi-même touché par ça, parce que c'est, comme on disait, le métier de parent. C'est-à-dire que le parent, l'objectif, c'est d'interdire. Vous savez, le fameux slogan des années 70, 68, 70, il est interdit d'interdire. Ben ça ne marche pas pour les enfants, ça marche pas pour les ados, parce que justement, il est nécessaire d'interdire. Et interdire, ça veut dire se mettre en porte-à-faux par rapport à l'enfant. Bien sûr qu'en tant que parent, on aurait envie de faire toujours plaisir à son enfant. Bien sûr qu'en tant que parent, on aurait envie de ne pas s'affronter à lui et parfois on en a un peu assez que chaque jour, ça finisse en clash et que ça finisse en engueulade. Mais c'est le métier de parent, donc le but c'est d'essayer de, justement pour éviter d'être triste, ben, de bien avoir en tête que ce qu'on fait, c'est pour rendre service à l'enfant. C'est vraiment pour lui permettre de fixer des limites. Vous revenez aussi sur toute une série de droits que l'on peut faire valoir quand on est face à un agresseur ou face à de l'agressivité ou dans toute communication finalement, qu'elle soit familiale au travail ou avec d'autres. Il y a le droit de faire des erreurs, le droit de prendre soin de soi, le droit de dire comment nous voulons être traités, le droit d'accepter de l'aide sans se sentir coupable, le droit de dire non, le droit d'avoir des besoins, le droit d'être responsable de nos choix. Je voudrais qu'on revienne sur le droit de dire non. Qu'est-ce qu'il est compliqué pour certaines et certaines de dire non ? Complètement, ben c'est l'affirmation de soi en fait dans tout ce que vous venez d'évoquer. C'est le droit d'être humain, le droit d'avoir des émotions et le droit de s'affirmer. C'est-à-dire que le fait de dire non, c'est toujours problématique parce que on a l'idée, la fausse idée, je reviens dans les distorsions cognitives, que le fait de dire non va faire qu'on va être moins aimé de la personne. C'est-à-dire que si on dit non, bah automatiquement on va dire on va blesser la personne, on va l'énerver et l'estime qu'elle a de moi va baisser. Alors qu'en fait c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que le fait de pouvoir dire non à certaines choses, eh bien va donner beaucoup plus de pouvoir au oui justement. C'est-à-dire que quand on dit oui, ça veut dire que ben on est pleinement dans l'acceptation, on est pleinement dans le soutien de l'autre et ça a une vraie valeur. Mais quelqu'un qui dit oui tout le temps, finalement, ça n'a pas une valeur si notable que ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de s'affirmer et d'être raccord avec nos propres valeurs. Justement, on va revenir aussi sur cet autre droit qui est très important, le droit d'exprimer ses émotions. Là aussi, on a souvent des témoignages dans cette émission de parents qui disent « Pour moi, c'est extrêmement difficile d'exprimer mes émotions. Je n'ose pas pleurer. Je n'ose pas dire, pour revenir encore et toujours à ce témoignage, je n'ose pas dire à mon fils ou ma fille que ça m'a rendu triste. Je n'ose pas montrer parfois que je suis triste par rapport à certaines réactions ou par rapport à de l'agressivité. » Et pourtant, ce droit, il existe. Jusqu'où aller dans l'expression de ces émotions ? Alors, l'expression de ces émotions est très importante et je vais même aller plus loin, c'est même utilisé en thérapie. C'est-à-dire que moi, je fais par exemple ce qu'on appelle des thérapies comportementales et cognitives, où on travaille sur le comportement de l'individu et sur ses cognitions. Et bien, dans ce cadre-là, le thérapeute exprime au patient ses émotions.
comme le patient va exprimer au thérapeute ses émotions, ce qu'on appelle la notion de feedback. Et c'est un point très important parce que le retour justement au niveau émotionnel peut être une sorte de baromètre. C'est-à-dire que là encore, l'enfant ou l'adolescent qui va faire de la peine à ses parents, c'est important qu'à un moment donné, les parents puissent exprimer ça pour dire, tu vois, là tu as dépassé des limites. C'est quelque chose qu'on ne dit pas à ses parents, c'est quelque chose qu'on évite de faire. Alors après, où on va poser les limites ? Bien sûr, on va essayer de ne pas culpabiliser l'enfant ou l'adolescent. On va pas se mettre à s'effondrer, à pleurer devant l'enfant et à dire si tu continues de faire ça, je vais me jeter par la fenêtre. Jamais de la vie. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'exprimer les choses et de dire voilà, ton attitude déclenche chez moi de la colère, ton attitude déclenche chez moi de la tristesse pour telle et telle raison, parce que tu as touché à telle ou telle valeur. Jérôme Palazzolo, grande question. On n'a pas 3 heures pour y répondre, mais selon vous, est-ce qu'on vit bel et bien dans une société plus agressive que la société d'il y a 10, 15, 20 ans ? Parce que c'est ce qu'on entend tous les jours. Alors effectivement, il faudrait plusieurs heures pour répondre, mais si on veut essayer de résumer les choses, je pense pas qu'on soit dans une société plus agressive ou plus violente qu'avant. Par contre, aujourd'hui, l'information est beaucoup plus diffusée, c'est-à-dire que le problème, par le biais des réseaux sociaux, on voit tout le temps une certaine agressivité qui transparaît, et en plus de ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de filtres, parce que c'est très facile d'agresser quelqu'un avec des commentaires, avec des messages qui sont pour la plupart non signés, et donc c'est ça surtout qui peut déstabiliser la personne. Et puis il y a le contexte, on l'a un peu abordé tout à l'heure, d'apprentissage social, c'est-à-dire à force de voir de la violence par le biais des réseaux sociaux, voire même dans les films, etc., on a tendance à la banaliser. C'est-à-dire que moi j'ai le souvenir quand j'étais adolescent, pour aller voir un film de Bruce Lee au cinéma, il fallait avoir 18 ans. Je veux dire, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel film qui passe à la télé à heure de grande écoute, c'est beaucoup plus violent que les combats de Bruce Lee et Chuck Norris, par exemple. Donc, dans ce contexte, il y a certainement une certaine banalisation qui se crée, et c'est plus ça, je pense, qui va interroger pour l'avenir et qui peut poser problème. Dernière petite question, brièvement. Jérôme Palazzolo, on est toutes et tous agressés parfois sur les réseaux sociaux, un commentaire qui fait mal, etc. Est-ce qu'on répond à l'agresseur ? Il y a deux attitudes, c'est-à-dire soit on répond pas parce que ça n'a pas d'impact, soit on peut répondre, mais là encore en n'étant pas dans l'agressivité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de répondre, et de répondre en expliquant, en disant je suis navré que vous réagissiez comme ça, peut-être que ce que j'ai noté vous a touché, vous a agressé, en quoi cela vous a agressé, etc. Mais l'objectif, c'est de pas répondre en direct par de l'agressivité, parce qu'on a tous cette expérience là sur tous nos réseaux sociaux où quelqu'un va mettre un mauvais commentaire, l'autre derrière va répondre, et puis finalement ça fait 25 commentaires tous plus agressifs les uns que les autres, mais qui finalement ne débouchent sur rien. C'est-à-dire que c'est pas, il y en a pas un qui va dire oui j'ai tort, vous avez raison, j'ai compris ce que vous avez dit. Donc voilà, l'objectif c'est de voir un petit peu la finalité, c'est-à-dire c'est d'essayer d'anticiper les choses et de dire ma réaction, qu'est-ce qu'elle va donner, et est-ce que finalement j'attends vraiment quelque chose de ça. À la rigueur, c'est même pas par rapport à la personne en face, c'est plus par rapport à vous. Je veux dire, à quoi ça sert de rentrer dans le conflit ? À la rigueur, ça va vous économiser, vous, tout simplement. Jérôme Palazzolo, merci beaucoup pour ces explications. Petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité, c'est le titre de votre ouvrage, publié chez Odile Jacob.